Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans une émission spéciale du podcast Histoire en série, c'est livres en série, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Benjamin Campion. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors Benjamin, je vous reçois aujourd'hui pour un excellent livre que vous venez de faire paraître en 2022 aux éditions des presses universitaires de François Rabelais, donc dans l'excellente collection Serial. Le livre est intitulé HBO et le porno, raconter des histoires par le sexe. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui et du corpus que vous avez retenu pour votre étude sur toutes ces séries HBO. Avant ça, je vous présente rapidement Benjamin. Alors vous enseignez le cinéma et les séries à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et vous avez déjà écrit un livre qui s'appelle Le concept HBO, élever la série télévisée au rang d'art, qui est toujours paru dans la collection Serial aux presses universitaires François Rabelais en 2018. Alors peut-être avant de commencer à parler autour de votre livre, de comment vous l'avez construit, des grandes parties que vous y avez consacrées, est-ce que Benjamin, peut-être vous pourriez, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas, qui connaissent en tout cas peut-être le jingle que l'on a vu dans de très grandes séries, mais nous redire concrètement aujourd'hui ce qu'est HBO et la place à part que tient cette chaîne payante américaine dans le domaine des séries. Alors c'est vrai que c'est marrant, vous faites allusion à ce petit jingle qu'on a l'habitude de voir. Donc quand on a l'impression qu'une télévision s'allume au début de l'épisode avec la mention HBO, le nom de la chaîne, et puis ça se termine, quand l'épisode se termine, l'écran, enfin comme si la télévision s'éteignait. Donc à chaque fois cette impression, cette idée que on raconte une histoire avec un début et puis une fin comme une projection de cinéma. Donc en fait HBO est une chaîne qui a une prétention, et je le dis à double sens du terme, de proposer d'élever, comme je l'avais écrit dans mon bouquin précédent, la série télévisée au rang d'art. Je précise bien que ce n'est pas ma position, c'est la stratégie de la chaîne que j'ai essayé de relayer et d'expliquer. Et donc cette stratégie, en fait, elle a été élaborée on va dire au milieu des années 90. HBO au départ, donc ça veut dire home box office, donc le cinéma, on va dire le meilleur du cinéma à la maison. Donc on était déjà dans cette idée-là qui a précédé ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les plateformes de streaming, etc. Pour certaines. Et donc c'était une chaîne qui était plutôt axée sur, on va dire, le sport. Donc, au départ, ils ont diffusé quelques rencontres de hockey sur glace et puis surtout le Three-Line Manila, donc le combat de Mohamed Ali aux Philippines, donc de la boxe, sport noble s'il en est. Donc du sport et puis du cinéma, des films, plutôt des films classiques hollywoodiens qui pouvaient donc être récupérés sans payer qui n'était pas trop cher et qui donnait un certain cachet à la chaîne. Donc, sport et cinéma essentiellement, des documentaires également par la suite. Et la série, en fait, dans tout cela, elle a une petite place, vraiment très modeste, très peu notable. C'était pas du tout pensé comme des créations artistiques amenées à concurrencer le grand cinéma. D'accord? Donc c'était vraiment du remplissage de grilles, je vais dire, plus qu'autre chose. Donc il y a quelques séries, mais très très qu'on a oubliées en fait, qui n'ont pas du tout marqué les esprits, si ce n'est peut-être les Contes de la Crypte dans les années, je crois que c'est fin 80, anthologie, vous avez peut-être vu ça pour les gens de ma génération à l'époque sur M6. Bref, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu des années 90, la direction de la chaîne a décidé de redéfinir sa ligne éditoriale, ce qu'on appelle en termes techniques le rebranding. Donc, on redéfinit sa marque en tant que chaîne. Voilà, moi, je suis HBO, je suis une chaîne du câble
premium américain. Ça, il faut que je le précise aussi. Donc, c'est le câble américain premium. Donc, il faut payer en plus pour y accéder. Alors, je fais souvent la comparaison avec Canal+ en France ou OCS. Bon, il faut payer un abonnement tous les mois. Donc, ça s'adresse à des gens déjà qui ont un certaine classe sociale, certains revenus qui peuvent se payer ce type d'abonnement. Et donc, forcément, ces gens-là, ils attendent des programmes qui proposent autre chose, qui proposent plus, qui leur en donnent pour leur argent. Forcément, quand on paye, on attend, on attend des programmes plus, voilà, plus, j'allais dire, plus qualitatifs, en tout cas, qui correspondent plus à ce que l'on attend que le tout venant. Et donc, en fait, ils ont décidé de miser sur la série pour justement se différencier. Et donc, en 96, ils ont initié ce slogan fameux It's not TV, it's HBO, qui a beaucoup fait parler. Donc, ce n'est pas de la télévision, c'est HBO. Hein, évidemment, un slogan très provocateur. Mais voilà, moi, je trouvais intéressant de l'étudier, derrière le marketing et derrière le goût de la provocation, qu'est-ce qu'il y avait dans de substantiel, de véritable dans ce slogan? Est-ce que ça se vérifiait dans les séries? Alors après, chacun en jugera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 97, ils ont commencé à lancer une série originale, vraiment HBO, d'envergure, une série par an. Donc, il y a eu Oz, la première, en 97. Après, il y a eu Sex and the City. Là, on était dans la comédie, mais on se détachait vraiment de la sitcom parce qu'on tournait en extérieur à une caméra, pardon, et non plus à trois. Et puis, on abordait un sujet comme le sexe de manière très, très crue et très continue. Donc, c'était vraiment étonnant par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Bon, Oz, c'est aussi une série très, très virulente, très violente, très cash, très, très abrasive, donc qui se passe dans une prison. Et puis Les Sopranos, qui est souvent considéré un peu comme le chef-d'œuvre de la chaîne, enfin l'un des chefs-d'œuvre. Six Feet Under, ensuite il y aura The Wire. Donc voilà, toute une panoplie de séries vraiment qui ont marqué à chaque fois très fortement les esprits. Donc ça a été presque du 100% de réussite, je vais dire, sur les premières années. Alors après, évidemment, ça va se diluer un petit peu. Ce sera pas aussi continu dans la qualité. Forcément, quand on produit plus, on prend plus de risques et il y a plus d'échecs. Mais voilà, donc tout ça, en fait, pour conclure, je l'ai étudié dans mon bouquin le concept HBO, qui était donc déjà dans cette collection sériale. Et puis là, la suite, en quelque sorte, HBO et le porno, c'était vraiment dans la continuité de cette histoire, mais en prenant un angle bien précis, qui était celui sur lequel je suis venu, en fait, pas forcément en le décidant comme ça en amont, mais un petit peu empiriquement, j'ai été mené vers ce sujet. C'était les représentations de nudité et de sexe. En fait, je cherchais à travailler sur les représentations limites à la télévision américaine. Je voulais savoir jusqu'où on pouvait aller dans les séries américaines. Et finalement, j'ai vite remarqué et compris que la violence était très peu surveillée. Donc, il y avait une grande liberté de violence et on la retrouvait dans des séries très grand public. Je sais pas, je pourrais vous citer Les Experts, toutes les séries procédurales avec les personnages de légistes qui apparaissent et on voit des cadavres. Et des scènes de violence assez crues. Donc ça, finalement, ça remonte à assez loin. Et il y a une certaine permissivité à la télévision américaine. Bon, évidemment, il faut mettre ça en relation avec le contexte social national américain, politique. Et puis, finalement, ce qui était plus interdit et plus intéressant à étudier pour moi, c'était l'autre versant qui était donc la nudité et le sexe, et d'où la naissance donc de ce bouquin qui est issu d'un travail de thèse. Donc c'est un travail de longue haleine jusqu'à l'apparition de ce livre qui, j'espère, est pas trop pompeux et intello, et quand même a été voulu comme accessible. Il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images. Bon, c'est un travail universitaire approfondi, mais je l'espère quand même assez accessible pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là sans être forcément spécialistes.
Oui, hein, j'allais y venir effectivement, Benjamin, vous avez raison, c'est justement quelque chose où on peut aller chercher des informations très précises et vous faites par contre en parallèle l'effort très pédagogique, j'allais dire, d'expliquer tout ce que vous dites avec, vous l'avez dit, hein, un ouvrage qui est tout en quadrille, donc tout en couleur, avec des graphiques réguliers pour étayer vos propos. Donc ça permet moi je trouve effectivement, c'est un ouvrage, hein, c'est une collection universitaire, mais c'est un ouvrage qui est quand même un très grand public et qui permet d'exposer vos travaux au grand public. Alors peut-être en première question, pour faire le lien avec le slogan qui avait été sorti par HBO, vous l'avez rappelé, hein, It's not TV, it's HBO. Souvent, on a eu aussi ce slogan qui a été détourné, et je fais le lien avec ça, avec It's not porn, it's HBO. Donc on a véritablement, est-ce que cette idée-là de montrer finalement les corps nus, de montrer la nudité, de montrer du sexe véritablement dans cette Amérique qui est de plus en plus d'ailleurs conservatrice, est-ce que ça a été aussi quelque part une marque de fabrique voulue par la chaîne, Benjamin? Alors, en fait, HBO, c'est toujours pas, c'est un peu paradoxal, c'est un peu ambivalent en fait. Pour répondre à cette question, c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est-à-dire que évidemment, effectivement, HBO comment dire, a misé, a tablé, a capitalisé même sur le sexe, hein, parce qu'on sait très bien que le sexe fait vendre et qu'on sait très bien que sur les moteurs de recherche Internet, ce sont les mots les plus recherchés, que à la télévision, ça attire aussi le regard. Et HBO étant une chaîne du câble premium, elle s'adresse beaucoup pour schématiser un public masculin, CSP+, vous voyez, je sais pas, des trentenaires, quarantenaires, beaucoup d'hommes blancs, des classes sociales aisées, etc. Bon, ça, c'est un petit peu la caricature. Évidemment, le public, il est beaucoup plus large que ça, mais on peut dire que c'est une des cibles et que donc, cette cible-là, bah, elle peut être intéressée par des contenus érotiques, voire pornographiques. On peut penser en France à Canal+, avec le film X, qui avait aussi cette stratégie-là. Canal+ et HBO ont une histoire très croisée, hein, parce que les uns se sont observés, ont dupliqué les autres et inversement. Donc ça, c'est une réalité, notamment donc avant le milieu des années 90. Et alors après, sur HBO, en fait, il y a eu beaucoup de documentaires qui ont fait discuter, qui ont fait un peu polémique, parce que ce sont des documentaires un peu de reality TV, quoi, une manière de montrer la réalité, et notamment sur les sujets liés au sexe et au commerce du sexe. Donc, ils ont fait des documentaires sur des prostituées, sur des macros, sur des sex shops, sur des spectacles de lap dance, etc. Donc, tous ces sujets-là, évidemment, on a eu l'impression qu'il y avait un prisme qui les amenait vers ces sujets-là parce que ça attirait, ça émoustillait le public. Bon, là-dessus, il faudrait voir. Je pense qu'il y a une part de vrai, mais aussi parce que c'était une manière d'aborder ces sujets complexes et peu abordés de manière assez directe, assez frontale. Donc, je trouvais que c'était finalement, quand on revoit certains de ces documentaires aujourd'hui, c'est assez instructif, ça peut être assez intéressant. D'aucuns diront que c'est voyeuriste et que c'est aguicheur. Bon, c'est à voir. Et après, en termes de séries, bah, c'est un petit peu la même question qui se pose en fait. Si on prend une série comme Les Sopranos, je pense que vous pouvez avoir deux discours, quoi. Comme dans Les Sopranos, on voit beaucoup de danseuses dans le badabbing là, qui font du lap dance, donc qui sont seins nus et qui sont vraiment soumises à un regard masculin très très avide. Bah oui, ce sont des corps féminins qui sont offerts à un regard masculin, donc on retrouve ce schéma-là. Et l'inverse, finalement, est très peu montré. C'est-à-dire qu'il y a très peu de nudité masculine dans cette série. Elle dépeint un monde mafieux, pardon, donc avec tous ces codes patriarcaux très très prononcés. Donc cette série-là, bah, si on la regarde de ce point de vue-là, on peut la décrier, on peut dénoncer certains biais de regard. Mais bon, après. David Chase, le créateur, répondra que c'était la manière de raconter ce monde-là et c'était son histoire à lui. Donc je dirais que la chaîne est un petit peu entre deux chaises. Donc je n'ai pas de réponse vraiment radicale, tranchée là-dessus.
Je pense qu'il y a à la fois une part d'attractivité dans les représentations de sexe à ne surtout pas nier. On l'a revu avec Game of Thrones, par exemple. Mais qu'en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette chaîne, elle pose des questions, elle s'interroge sur ces représentations et sur le regard qu'on y porte. Donc, il y a à la fois l'exploitation du filon et en même temps le questionnement de ce filon que l'on est en train d'exploiter. Oui, effectivement, hein, votre première partie du livre, qui en compte trois, on va y revenir au fur et à mesure de l'émission, mais votre première partie, vous l'avez intitulée Nudité et sexe dans les séries de HBO, avec l'idée aussi de montrer qu'est-ce qui a changé dans la façon de montrer le sexe, vous avez commencé à le dire, et notamment l'idée que finalement le sexe est peut-être plus explicite, avec aussi une nouveauté, peut-être c'est que dans les séries HBO, la nudité masculine, elle est finalement peut-être plus visible, plus frontale, comme vous l'avez intitulé. Oui, c'est ça. Je dirais qu'elle est plus visible quand elle est explicite, quand c'est de la nudité frontale. Donc, pour le dire simplement, quand on voit les attributs sexuels des personnages. Moi, ce qui ressort de mon étude, c'est que les corps féminins sont plus exposés, plus dénudés, mais quand il s'agit d'une nudité partielle, plutôt topless, donc plutôt seins nus, seins ou fesses, et donc ce qu'on appellerait une nudité érotisante, soft, hein, ça renvoie au soft porn, donc le porno qu'on dit soft par rapport au hard. Donc hard, hein, c'est un mot qui renvoie évidemment à l'érection, donc au rapport vraiment sexuel en parlant plutôt du masculin. Donc le soft, il nourrit évidemment cette tradition de soumission du corps féminin à un male gaze, à un regard masculin. Et ça, évidemment, ce n'est pas du tout absent des séries de HBO. Au contraire, on retrouve cette dominance quand il s'agit de ce type de nudité. Mais par contre, quand ça devient plus explicite, plus frontal, là, il ressort que cette nudité, elle est plutôt masculine. Alors, comment l'expliquer? Je pense que ça permet un petit peu de dédramatiser la question, notamment par un biais comique, en passant par des prothèses, hein, en exagérant finalement cette masculinité, en exagérant les attributs. Finalement, ça devient gaguesque parce que les prothèses rendent la chose assez surdimensionnée, si je puis dire, et puis donc assez comique, hein, ça renvoie à la comédie potache américaine. Souvent, ce sont des plans très courts, très succincts. On ne s'installe pas dans cette nudité frontale. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une nudité féminine très très forte quand elle est soft et plus masculine quand elle est hard. Et puis, vous montrez aussi très bien finalement que le sexe que l'on montre, c'est un sexe très normé, en tout cas qui ne sort pas trop des normes, hein, puisque vous l'avez dit, hein, l'hétérosexualité est omniprésente, avec l'idée aussi, par exemple, de montrer très très régulièrement des positions sexuelles très convenues, notamment le rôle majeur de la position traditionnelle, on va dire, du missionnaire, par exemple. Donc, c'est vraiment un sexe très, on va dire, très normé, montré par HBO. Dans la majorité, oui. En fait, ce qui est intéressant, il me semble, dans une étude comme celle-ci, une étude où vraiment on travaille sur un corpus très large, hein, parce que là, j'ai pris toutes les séries originales de la chaîne depuis 1997, depuis Oz, je crois que je me suis arrêté en 2019 avec la première saison d'Euphoria. Donc, finalement, ça embrasse un grand nombre de production. Juste pour quelques chiffres, hein, j'ai relevé près de 1300 occurrences de nudité et ou de sexe, alors que ça soit partiel ou plus explicite. Et si je retrouve les chiffres, ça faisait un total donc de 75 séries. Donc ça peut être des anthologies, des comédies, des drames ou des mini-séries. J'ai établi quatre catégories. Et au total, ça fait donc 197 saisons, 2008 épisodes. Donc ça, c'est une masse, si vous voulez, très importante, très volumineuse et en même temps assez hétéroclite, hein, parce qu'on trouve même sur une chaîne comme HBO
qui se veut singulière. On trouve des programmes parfois très originaux et parfois plus conventionnels, qui se rapprochent plus de ce que fait la télévision de masse, la télévision de grand public. Et donc, HBO, finalement, a ce slogan, ce n'est pas de la télévision, c'est HBO qui prétend se détacher complètement du tout venant de ce qui se fait à la télévision. Mais on voit bien que dans une grande partie de ces programmes, on retombe sur des schémas préconçus et assez convenus. Donc, comme vous l'avez dit, en termes d'hétérosexualité, de position, etc. Donc, finalement, je pense qu'il y a certaines conventions et certains réflexes qui dépassent les désirs d'émancipation d'une chaîne ou d'un site ou d'une marque. Vous voyez, ça dépasse même le cadre de la télévision. Je pense que dès lors, même quand il y a des discours de dissociation, de distinction radicale, dès lors que vous êtes amené à diffuser sur un médium aussi populaire et aussi répandu que la télévision, bah, vous retombez quand même, vous en revenez à certaines de ces conventions. Donc, c'est ce qui ressort pour une grande partie, mais ce qui est intéressant, et c'est là que j'ai essayé de pousser les cas d'études, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cas, de séries qui vont dans d'autres directions, qui proposent d'autres choses. Alors, bon, une série comme Girls, par exemple, montre le corps féminin différemment de ce que l'on a l'habitude de voir. Donc, c'est une série qui est très intéressante pour cela. La série de David Simon, The Deuce, donc David Simon, c'est le créateur de The Wire. Il a co-créé une série qui s'appelle The Deuce, qui revient sur la montée du cinéma pornographique, enfin de la prostitution et du cinéma pornographique. Et là aussi, on retrouve d'autres des questionnements avec une approche un petit peu différente parce que David Simon documente énormément ses travaux et donc il a une approche assez sociologique. Donc voilà, je trouve que c'est une chaîne qui est assez passionnante parce que elle propose des créations assez originales, assez singulières, même si dans voilà, une majorité, il y a quand même certaines conventions qui ont la peau dure, quoi, et dont on aura du mal, je pense, à se défaire, quel que soit le diffuseur. Oui, effectivement, hein, si on continue sur ces conventions, si on peut dire comme vous les avez appelées, si on regarde le chapitre 3 que vous avez intitulé Initier et conclure le rapport sexuel, on voit bien que des phases essentielles, comme les préliminaires par exemple, sont très peu montrées. On voit bien aussi que finalement, il faut filmer vite, donc il n'y a pas de longues scènes, vous parlez de précipitation, et puis on voit surtout souvent que le plaisir masculin est montré et que, au contraire, on ne voit que très, très rarement du plaisir féminin, par exemple. Oui, ouais, exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai que le plaisir masculin est surreprésenté par rapport à celui des femmes. Et alors, c'est peut-être un petit peu en train de changer. Il faudrait voir là, il faudra voir ce qui va se passer. Il me semble qu'il y a, voilà, le vent tourne un petit peu, mais quand même, c'est vrai que ça ressort assez fortement. Et puis, le rapport en tant que tel est souvent précipité. Moi, je parlais dans mon bouquin d'opération commando. Donc, souvent, c'est monté très, très cut, comme on dit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coupes. Ça va très, très vite. Les gestes s'enchaînent. Et c'est aussi pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que ça permet de tourner vite et d'atténuer la gêne que peut procurer aussi le tournage de ce type de scène, parce que c'est jamais facile à demander à ces acteurs qui sont devant toute une équipe de tournage qui les observe et donc de se mettre dans des situations où finalement on livre une part de son intimité. Le fait de le tourner en gestes précipités, vous savez, toujours, enfin, je pense que tout le monde aura en tête ces fameuses scènes où tout à coup, la libido explose et puis on peut plus attendre, on peut plus se retenir. Et donc, il faut que ça se concrétise. Et donc, ça va très, très vite. On retire ses vêtements en quatrième vitesse et puis, etc., etc. Finalement, bah, ça donne un côté assez drôle, quoi, assez comique, cette fougue qui se déchaîne et ça dédramatise là aussi l'acte sexuel en tant que tel. Alors que si on prend l'inverse, qui serait donc la scène
plus diffuse, où on prend le temps de se convoiter, de se dévêtir, de désirer l'autre. Là, chaque geste va se mettre à compter. S'il y a de la nudité, elle va s'installer, et nous, on va s'installer dans cette nudité d'une certaine manière à travers la scène. Il y aura des silences, des regards, des caresses. Ça peut être plus troublant, voire gênant, embarrassant. Hein. Donc ça dépend du type de public. Hein. Si c'est plutôt un public adulte, voilà, ça s'adressera plutôt à ce public-là. Et puis une série comme Euphoria, par exemple, assez récente, qui a un grand succès, elle va voilà, sur le terrain des adolescents, même si c'est joué par des adultes. Et là aussi, ça peut être assez gênant parce qu'il y a aussi en jeu des questions de violence sexuelle ou de comportement inapproprié. Donc tout ça, ça peut être assez embarrassant, quoi. Et donc le fait d'aller vite, en plus, donc très souvent, les préliminaires sont assez ignorés, oblitérés, donc on entre très vite dans l'acte. Et puis l'après aussi, l'après-sexe est très souvent aussi négligé. Et donc, ce qui reste, c'est le corps de l'acte sexuel en tant que tel, assez précipité, qui mène vers un orgasme masculin. Voilà. Donc ça, c'est le schéma, on va dire. Évidemment, là, ce que je vous dis, c'est une vue d'ensemble, c'est une photographie qui ressort avec des chiffres. Alors, on fait des histogrammes, etc. Mais après, il faut entrer dans les détails pour étudier les différents cas parce que tout ne se résume pas à cela sur HBO, bien heureusement. Oui, et puis dans la façon de filmer aussi, hein, vous l'avez dit dans votre ouvrage, hein, on montre très peu, ou en tout cas très peu en gros plan, hein, les sexes des différents personnages. Et puis surtout, quand je dis la façon de filmer ou de mettre en scène, on a souvent, et ça c'est assez classique aussi, le fait que les moments sexuels soient des moments en musique. Là-dessus, HBO se cale sur certains codes des films ou des séries d'ailleurs. Exactement, et ça, c'est aussi ce qu'a relevé Linda Williams. Hein. Je me suis beaucoup appuyé sur ses travaux, et donc notamment son ouvrage Screening Sex, qui est vraiment un ouvrage de référence sur le cinéma américain, qu'il soit plus ou moins classique et puis indépendant, et sur le cinéma international aussi. Donc, elle a mené une vraie étude, une étude très approfondie. Et donc, il y a une chose qu'elle relève, ce sont notamment ces passages musicaux où le sexe s'apparente un petit peu à un clip. Alors, elle parle d'interlude sexuel en musique, pour donner la traduction de son expression originale. Interlude, vous voyez, ça renvoie à ce qu'on pouvait voir à un certain moment, les interludes à la télévision. Ce sont ces petits moments, finalement, de divertissement en attendant le vrai programme, quoi. Vous voyez, une sorte de interlude, c'est un petit peu l'entre-deux ludique, hein, si je vais sur l'étymologie du terme. Et donc, finalement, l'idée est que l'essentiel n'est pas là, qu'il faut que ça soit pas trop grave, trop pesant pour le public, qu'il ne s'enfuit pas, et que donc on filme ça en le rendant assez rigolo. Et évidemment, mon bouquin s'appelle Raconter des histoires par le sexe. Donc, mon idée était d'explorer l'autre facette, c'est-à-dire est-ce que le sexe peut devenir non plus l'entre-deux un petit peu ludique, mais le vrai enjeu dramatique, le vrai cœur de la scène, voire de la séquence, ou de l'épisode carrément de la série. Et parfois c'est le cas. Très souvent, ça ne l'est pas aussi. Hein. On peut prendre par exemple une série comme Entourage, qui est donc une série de HBO qui suit un quatuor de garçons, enfin d'hommes, d'amis à Hollywood. Donc l'un est acteur assez reconnu, et puis il est avec sa bande de potes. Et donc lui, il est plutôt beau gosse. Voilà, il a beaucoup d'aventures sans lendemain. Et donc c'est l'occasion de tas de scènes. Il y a beaucoup de scènes de sexe dans cette série, mais elle est très peu. Elle investigue très peu le sexe, quoi. Elle le montre parce que ça fait partie du cahier des charges et que donc à chaque épisode ou presque, il faut qu'il y ait une relation, etc. Mais c'est très souvent montré selon ces codes-là. Ce sont plutôt ces interludes, effectivement, que vraiment le sujet même de la série. Et alors, à l'inverse, il y a une série dont je parle un peu en profondeur parce qu'elle me tient à cœur, mais elle est très méconnue, donc qui s'appelle Tell Me You Love Me. Hein, pour les auditeurs, s'ils ont eu l'occasion de découvrir ça, je ne sais pas si on peut la voir là sur les différentes plateformes, peut-être sur OCS, il faudrait voir. Tell Me You Love Me, donc ça veut dire dis-moi que tu m'aimes. Et là, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire qu'on explore les scènes de sexe dans la durée. Donc il y en a qui durent assez longtemps.
qui sont assez explicites, où on voit vraiment des choses, on voit les attributs là pour le coup, et on prend le temps vraiment de réfléchir à ce qu'est une relation, non plus seulement sentimentale, mais sexuelle. En fait, on explore cette partie-là qui est souvent cachée ou alors résumée en quelques secondes. Et bien là, on inverse un petit peu le dispositif et on prend le temps de s'installer dans ces scènes-là. Donc, vous voyez, pour synthétiser, de Entourage à Tell Me You Love Me, en fait, on a vraiment, je dirais, deux regards quasiment antinomiques sur le sexe. Et pourtant, c'est sur la même chaîne. Ça parlera peut-être pas forcément exactement au même public, mais je trouve que les deux propositions sont assez complémentaires et donnent une bonne idée de ce que c'est finalement, ce que sont les relations entre les personnages sur une chaîne comme HBO. On évoquait à l'instant cette idée de peut-être de séries différentes selon ce qu'elles veulent montrer aussi. Ça, c'est intéressant parce que c'est au catalogue de la même chaîne et finalement, on voit pas la même chose. Pourtant, en moyenne, d'après ce que vous nous dites, les corps qui sont filmés sont souvent, en tout cas peu souvent, des corps assez âgés. On voit souvent aussi des corps jeunes, mais des corps qui sont, vous avez intitulé comme fébriles. Et puis surtout aussi, on voit souvent de la sexualité entre blancs, par exemple. Donc là aussi, il y a quand même une certaine norme. Peut-être un reflet de la société assez puritaine américaine, Benjamin? Oui, un reflet du puritanisme. Alors, le mot puritanisme, ouais, il renvoie à certaines connotations, il faudrait voir. Mais oui, je pense qu'il y a certaine tradition, si on peut dire comme ça, de représentation. Et donc, sur les âges, bien, en fait, ça s'explique aussi assez facilement, hein, je pense. C'est-à-dire que les jeunes, donc alors évidemment, préadolescents, il n'en est pas question, mais les adolescents sont très peu dénudés pardon, et sexualisés. Quand ils le sont, c'est très récent, parce que c'est notamment à travers cette série, donc Euphoria, qui a été lancée en 2019 et qui finalement était le premier, on pourrait dire, teen drama de la chaîne. C'est-à-dire qu'HBO, c'est pas une chaîne qui faisait des séries, ce qu'on appelle les séries ados. Alors, séries avec ou qui montrent des ados sur l'ambivalence du terme. Ça faisait pas partie des genres explorés par la série, par la chaîne, pardon, parce qu'elle considérait que justement ce genre-là, il était déjà accaparé, il était déjà l'apanage des grandes chaînes, hein, les Beverly Hills, il y en a eu des Gossip Girl, etc., etc. Enfin, il y en a eu des The O.C., etc. Il y a eu énormément de ces séries-là, et donc la chaîne finalement a longtemps laissé de côté ce genre, et puis quand elle est venue, ça a été très tardif en 2019, et ça a été très remarqué parce qu'elle y est venue frontalement. Elle a été assez cash, donc notamment à travers le créateur Sam Levinson. Et donc, elle y a montré ce qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir dans des séries comme Beverly Hills, quoi. C'est-à-dire le sexe, la consommation de porno aussi par les ados, etc. Enfin, vraiment de montrer des ados d'aujourd'hui. On peut penser à une version encore un peu plus trash de Skins, la série britannique. Mais donc ça, c'est un cas assez récent. Mais sinon, pour le reste, les ados donc sont très peu sexualisés. Quand ils le sont, évidemment, comme on l'a dit, il faut le repréciser, ils sont joués par des acteurs adultes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des acteurs adolescents de jouer des scènes de sexe, c'est trop compliqué. Et puis de toute façon, légalement, ce ne serait pas permis. Il faut être adulte, il faut avoir franchi cette barrière pour pouvoir jouer ce type de scène, ce qui évidemment s'entend tout à fait. Et alors, après, il y a l'autre versant, j'allais dire, qui est donc celui des personnes mûres, seniors, d'un certain âge. Alors moi, je parle de seniors, mais on va dire au-delà de 50, 60 ans, enfin au-delà de 60 ans, on va dire, pour simplifier. Et bien là, c'est également, il n'y a quasiment pas de représentation de nudité et de sexe. C'est extrêmement rare, et du coup, j'ai pu relever les cas précis et les étudier. Donc pour ça, je renvoie nos auditeurs au bouquin s'ils veulent le détail d'analyse de ces scènes-là, qui sont très intéressantes, mais qui sont extrêmement, extrêmement rares. Et donc, ce qui nous reste, ce sont les vingtenaires et les trentenaires, donc les corps sexuels les plus actifs, les plus vigoureux, qui sont dans la force de l'âge, qui sont en bonne santé,
qui sont aussi souvent séduisants, et donc il y a un rapport évidemment d'attraction à travers ces corps-là. Par contre, une fois qu'on franchit la barre des 40 ans, notamment pour les femmes, ça devient beaucoup plus rare. Et pour les hommes aussi, mais en fait, les hommes, eux, très souvent, se retrouvent dans des relations avec des femmes plus jeunes. Donc là, on retombe sur un autre cliché du vieux beau, comme on dit, entre guillemets, qui prend une jeunette et qui donc délaisse son épouse pour une femme plus jeune. Donc, c'est pas lui qui se met à nu, c'est la jeune femme avec qui il couche. Donc voilà, finalement, ça, effectivement, ça reste très présent. Et je pense que ça dépasse largement HBO. Ça s'applique de manière beaucoup plus large à l'audiovisuel et peut-être aussi au cinéma américain et peut-être même international. Et donc, pour finir, sur la couleur de peau, oui, c'est vrai que ça reste beaucoup entre blanc ou à majorité blanche. Mais là aussi, ça évolue quand même sur les dernières années. Il y a un certain rééquilibrage. Et donc, il y a notamment une série comme Insecure d'Issa Rae qui, elle, montre principalement en grande majorité des relations entre Afro-Américains et donc qui donne d'autres représentations. Et du coup, là, c'est aussi intéressant de voir que la chaîne prend parfois le contre-pied d'elle-même pour faire son auto-analyse et finalement essayer de changer la donne qu'elle a elle-même perpétuée d'une certaine manière. Alors, on en arrive à la deuxième partie de votre ouvrage, qui est un peu plus courte en termes de chapitres, puisqu'il y a 2 chapitres dedans. Cette seconde partie, vous étudiez véritablement ce qu'est la pornographie avec ce chapitre 6 que vous avez intitulé « Du porno par écran interposé », où là, vous revenez véritablement sur une vraie définition, parce que peut-être que tout le monde semble connaître ce mot-là, mais vous expliquez à la fois sur le plan historique, mais aussi sur le plan sémantique, ce porno, qu'est-ce qu'on entend par là, et ça vient compléter véritablement ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. C'est vrai que c'est un mot qui finalement est repris à toutes les sauces et c'est une sorte de mot fourre-tout, quoi, sans mauvais jeu de mots, mais on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Et finalement, l'érotisme des uns et le porno des autres, pour reprendre la citation de Breton. Donc finalement, c'est aussi toujours une question de curseur. Et on le retrouve, ce dilemme-là, on le retrouve dans les jugements, certains jugements procès fameux à la Cour suprême, qui doit juger si là on est face à une représentation obscène, si on est face à de la pornographie en tant que telle, ou si ce n'est que de l'érotisme poussé dans certaines limites. Donc ça reste soumis à un regard subjectif. On en revient toujours à ça. Il est très difficile de définir exactement ce que c'est que la pornographie. Alors après, moi, je me suis appuyé sur des textes de loi, et donc il y a un mot qui est associé au porno, donc c'est l'obscénité, qui se différencie légalement de ce qu'on appelle l'indécence. Donc il y a une distinction entre l'indécence et l'obscénité, et je pense que ça vaut aussi pour la vie civile. Quelqu'un qui se comporte de manière indécente va franchir certaines limites, peut-être se mettre à nu, avoir un comportement inapproprié. Mais l'obscénité, vous voyez, il y a le franchissement d'un palier. Ça va au-delà. L'obscénité, c'est plus poussé, c'est plus inacceptable, ça brise, ça enfreint certaines règles morales de vie sociale. Et donc l'obscénité, alors après, sans trop entrer dans les détails, mais ça passe notamment par la représentation des attributs sexuels. Donc si on passe d'une nudité topless qui peut être jugée indécente à une nudité frontale où là on voit le sexe en tant que tel, on passe du côté de l'obscénité. Vous voyez, il y a certains critères comme ça qui permettent de dissocier. Et puis dans les représentations sexuelles, une représentation obscène, donc pornographique, elle aussi implique quand même qu'il y ait une monstration frontale. Sinon, on est plutôt du côté du soft porn, donc du côté on va dire, de l'érotisme pour un peu pousser plutôt que de la pornographie. Donc voilà, c'était une volonté effectivement de revenir sur la définition de ce terme pour bien expliquer au lecteur pourquoi on parodie, on reprend, on associe parfois HBO à l'idée d'une chaîne porno, et pourquoi, de mon point de vue, ce n'est pas fondé, ce n'est pas vrai, parce que HBO regarde et questionne le porno, mais toujours avec une certaine distance, avec une certaine hauteur,
deux points de vue. Alors toujours ou pas, hein, là je ne veux pas trop généraliser, mais il me semble quand même. C'était notamment le cas à travers ces documentaires voilà, sur le commerce du sexe, etc. Et à travers ces séries également, il me semble que ce n'est pas du porno au premier degré. C'est pour ça que je parlais d'écran interposé. Finalement, c'est un porno qui est regardé, qui est consommé, entre guillemets, et notamment par les écrans. Et c'est le cas dans la série Euphoria, par exemple, mais dans beaucoup d'autres, où ça passe par les écrans de cinéma, cinéma porno, donc dans la série The Deuce, par exemple, par les écrans de télévision, par exemple dans la série Entourage, et puis maintenant par les tablettes et les smartphones, par exemple dans la série Euphoria. Donc vous voyez, finalement, les écrans changent, mais les images continuent de transiter. Et le fait que ça passe par un écran dans la série que nous-mêmes regardons sur un écran, vous voyez, il y a un second degré, finalement, qui fait que, eh bien, nous, devant notre écran, je pense qu'on peut mettre en perspective le porno que l'on voit dans la série, qui lui-même est montré sur un écran. Vous voyez, j'espère que je suis assez clair. Ce n'est pas comme si on voyait du porno directement dans la série. C'est elle qui nous montre du porno. Vous voyez, il y a une petite nuance là qui me semble très, très importante. Oui, bien sûr, effectivement, hein, c'est tout à fait clair ce que vous évoquez ici avec nous. C'est intéressant aussi parce que vous nous montrez véritablement, hein, vous nous faites entrer quelque part dans les coulisses de ce type de tournage. Ça, c'est intéressant, où on voit bien l'idée souvent que, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même très représentatif de la société où la sexualité masculine domine. On voit bien, par contre, on voit aussi que les femmes, vous avez qualifié de réifiées, et c'est peut-être aussi la réalité avec la façon dont on les montre. Souvent, ces corps, vous l'avez dit, de 20 à 30 ans qui sont mis en avant. C'est intéressant parce que aussi, cette idée de réifier la femme, on voit que de plus en plus, et plus on approche de notre époque, plus peut-être finalement la contestation de la domination masculine, elle se fait de plus en plus importante. Et vous l'avez dit, on le voit dans peut-être les dernières séries, justement, comme Euphoria, par exemple. Complètement. C'est vrai que la réification, alors pour bien expliquer, on pourrait dire objectification, le fait simplement de faire de la femme un objet. On parle de cette expression, la femme objet, ou il y a des expressions comme ça, femme objet ou trophy wife, la femme trophée, etc. Celle que finalement on veut posséder, conquérir. Il y a cette idée, ce terme-là de conquête amoureuse, mais quand même il y a le mot conquête, quoi. Et la possession. Et la possession, ça implique la domination d'une certaine manière. On possède quelque chose, on l'utilise à satiété, comme on le souhaite, sans forcément penser à l'autre, quoi, et à ce que cette femme ressent, et à ce qu'elle éprouve, et à ses besoins à elle. Donc ça, c'est l'idée de la réification. Et effectivement, elle est présente, et elle est présente, mais je trouve qu'elle est questionnée quand même par la série. Je reviens à cette série vraiment que je recommande, The Juice, parce que David Simon, voilà, on le résume souvent à The Wire, mais il a fait beaucoup de séries, et je trouve que celle-ci est une de ses plus passionnantes, peut-être un peu méconnue malheureusement. The Juice, D-E-U-C-E, pardon. Et en fait, dans cette série, on voit bien, parce qu'on suit une femme qui se prostitue au début de la série, qui va devenir une réalisatrice de cinéma pornographique, et qui va en fait se poser elle-même des questions sur ce qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'elle n'est pas en train de reconduire finalement une domination sur des femmes qui sont des femmes objets, qui sont exploitées, et enfin, pas qu'elle oblige, mais qu'elle fait tourner pour de l'argent, mais pas vraiment à leur gré, c'est pas vraiment le dessin qu'elle s'était tracé dans leur vie, quoi. Donc elle se questionne elle-même sur ce qu'elle est en train de faire, alors que c'est une femme, et que on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait et d'ailleurs au début elle prône une attitude plus féministe, qui est d'avoir plus d'égards et de changer les codes très établis et très fixes du cinéma pornographique. Donc ça, je trouve que c'est vraiment passionnant, quoi. Et c'est vrai que dans les séries on va dire, de la dernière décennie ou de la dernière 15 années, effectivement, il y a de plus en plus de questionnements, voire d'inversion, de retournement de la place des femmes, qui reprennent possession de leur corps, de leurs désirs, de leurs envies. Et là aussi, je renvoie une série assez méconnue, une mini-série qui s'appelle Mrs. Fletcher. C'est une très belle mini-série avec Catherine Hahn, qui est une mère de famille
qui en fait voit son père, en quelque sorte, son fils qui part à l'université, le mari n'est plus là, donc elle se sent un peu délaissée, et donc elle cherche à réactiver sa libido et donc à reconquérir ses propres désirs sexuels. Et donc là, c'est vraiment du point de vue de cette femme qui va aussi consommer du porno, qui va aussi passer par ses écrans, mais qui va s'interroger sur sa propre place en tant que femme, en plus une femme quadragénaire. Donc voilà, toutes ces questions un petit peu taboues de la femme qui a franchi la barre des 40 ans. Est-ce qu'elle a encore le droit d'avoir une vie sexuelle? On voit bien que dans cette série, c'est tout à fait le cas. Et puis, c'est vrai qu'on arrive à la troisième partie, Benjamin, cette partie que vous avez intitulée De nouveaux horizons corporels et sexuels. Alors, c'est très, très intéressant ici parce que vous avez, dans ces deux chapitres, le 8 et le 9, étudié véritablement des études de cas dans les séries. Alors, ces études de cas, elles sont intéressantes. La première, à travers deux séries, c'est Girls, je l'avais déjà évoqué, et puis l'incontournable Game of Thrones, qui a vraiment peut-être fait connaître, on va dire, HBO au très, très large public. Vous avez évoqué d'autres séries majeures avant, on parle de Sex and the City, on faisait peut-être moins attention que c'était HBO, mais après, on a vu Les Sopranos aussi, The Wire, et puis ça explose à l'échelle mondiale avec la série sans doute hors norme Game of Thrones. Alors là, dans cette partie-là, dans ce chapitre-là, vous avez parlé de nudité frontale et vous avez dit que dans ces deux séries, vous avez montré comment finalement cette nudité frontale, c'est un moyen de clamer son existence. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée à travers ces deux séries, c'était de faire un cas d'étude en vis-à-vis, en prenant deux séries qui sont assez antinomiques. En fait, Girls, c'est une série beaucoup plus, comment dire, modeste. Je le dis pas, c'est pas du tout péjoratif, mais qui a des moyens plus réduits. C'est plutôt une comédie, format 30 minutes. Il n'y a pas d'histoire d'effets spéciaux, de dragons, de marcheurs blancs, etc., etc. Et donc Game of Thrones, c'est la grosse série, un peu blockbuster, etc. Et du coup, je me disais que c'était intéressant de mettre en vis-à-vis, en perspective, ces deux séries pour voir si, non pas qu'elles montrent la même chose, mais qu'elles se posent des questions assez analogues par des biais différents. Et donc là, c'est l'idée effectivement que des femmes clament leur existence par la nudité frontale, ce qui peut paraître paradoxal, mais en fait, il me semble, un retournement de la réification dont on parlait, de la femme objet qui serait soumise au male gaze. Alors moi, je parlerai pas pour inverser ça, de female gaze, parce que ça voudrait dire que là, on reprend le regard masculin de convoitise assez prédateur et puis on l'appliquerait aux femmes sur des hommes. Il me semble pas que ce soit ça qui soit en jeu à ce moment-là. Bon bref, ça c'est un autre débat. Et donc dans Girls, on voit bien que Lena Dunham, donc qui joue Anna est très souvent nue de façon, enfin je veux dire sans manière, quoi, sans vraiment se poser la question de pourquoi je suis nue. Bah oui, je suis chez moi, je viens de me sortir du lit, je sais pas, je prépare mon café, etc. Bah je suis nue. Bah oui, voilà. Vous voyez, c'est une sorte de dédramatisation de la nudité en tant que telle. C'est vrai que si on y réfléchit, je veux dire, tous les jours ou pas, ou presque, chez nous, on peut se balader nu, etc. Quand il y a personne. Bon, voilà, il n'y a pas de grandes questions métaphysiques qui se posent à ce moment-là. Et donc, c'est une sorte de c'est pas une banalisation, mais elle questionne la banalisation et pourquoi on pourrait pas banaliser la nudité et la nudité de Anna, qui a un corps, voilà, qui est assez banal finalement, mais qui répond pas au canon de beauté des top modèles, etc. Et donc elle prend le contre-pied un petit peu de l'idée que la nudité serait pas quotidienne, mais serait vraiment définie à des moments précis, et puis serait réservée aux gens très beaux, très séduisants, etc. Ce qui est un peu une idée assez ridicule quand on y pense. Et donc dans Game of Thrones, pour poursuivre cette réflexion, je me suis appuyé sur ce qu'on a appelé la marche de la honte ou la marche d'expiation de Cersei Lannister. Donc c'est cette scène je trouve quand même assez fascinante, de marche pour expier ses péchés, soumise à la vindicte populaire de Port-Réal. Et donc Cersei se retrouve nue et on la voit nue frontalement dans un certain nombre de plans. C'est une scène qui dure, il me semble, plus de 9 minutes. Donc elle est assez fascinante. Et elle pose plein de questions, alors parce qu'elle passe par des trucages aussi, parce que on a greffé numériquement la tête de l'actrice qui joue Cersei Lannister au corps d'une femme plus jeune qui a un corps. Donc, vous voyez, là, il y a une tricherie finalement sur la vérité des corps. Donc ça, sans doute, enfin peut-être on peut le déplorer, mais bon là, j'étais pas dans une interrogation morale par rapport à ça, mais plus sur ce que ça montrait, ce que ça disait. Des types de représentation. Et finalement,
en tout cas dans cette scène, si on l'analyse narrativement et formellement, il me semble qu'il en ressort que Cersei vraiment s'affirme par son corps et justement par le fait qu'elle refuse de répondre à l'obscénité de la population qui lui fait face. Et donc, elle reste immaculée face à l'obscénité qui n'est pas l'obscénité de son corps nu à elle, mais l'obscénité du peuple qui lui crache dessus. Vous voyez, donc voilà, je trouvais qu'il me semblait qu'il y avait un certain parallèle à faire entre ces deux séries sur la même idée principale, qui était donc l'affirmation de soi, de son identité, de sa raison d'être, sa légitimité d'être une femme aussi, à travers sa nudité. Et puis, vous montrez aussi dans le tout dernier chapitre de l'ouvrage, finalement, que le sexe, ça peut être aussi un moteur fictionnel et sériel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut faire avancer finalement l'histoire, hein, donc qui n'est pas juste là pour illustrer quelque chose. Vous avez commencé à le dire ici, ne serait-ce qu'avec la scène de Cersei, mais là, vous allez plus loin à travers deux séries, hein, Tell Me You Love Me et puis Westworld. On n'en a pas encore parlé, Westworld, cette série sur le fameux parc d'attractions. Westworld, c'est amusant parce que c'est une série qui montre beaucoup de nudité, mais qui est très peu sexuelle en fait. Parce qu'il y a très simplement, factuellement, statistiquement, il y a très peu de scènes de sexe dans cette série. C'est pas c'est pas ce qu'elle a envie de raconter. Mais par contre, la nudité, elle est présente et dès le premier plan. Parce que, donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une histoire de robots qui sont exploités dans un parc qui s'appelle Westworld et qui sont exploités par des visiteurs, des fortunés, beaucoup d'hommes notamment. Donc, on est dans une sorte de Far West où ces hommes viennent se défouler et ils peuvent finalement traiter, manipuler ces robots comme ils le souhaitent, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent les violenter, les violer, enfin, etc., ou les abuser, etc. Donc, c'est finalement un exutoire, c'est un truc assez, c'est un propos assez sinistre, hein, assez rance sur la nature humaine. Et évidemment, le propos de la série qui est assez passionnant, c'est qu'il va y avoir un soulèvement et donc une rébellion de ces robots, et donc notamment à travers des femmes. Donc, il y a Maeve et Dolores qui sont les deux héroïnes de la série qui vont comment dire, se soulever vraiment et prendre leur destin en main. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je me serais pas attendu à aborder cette série dans ce chapitre final sur le sexe explicite, parce qu'en fait, il n'y a pas de sexe explicite dans la série, mais il y a l'idée, si vous voulez, du sexe explicite qui est suggérée sans passer par la représentation de sexe en soi. Donc ça, je le développe dans le bouquin, là je le dis assez vite, il faudra lire tout ça pour voir ce qu'il en est, mais l'idée principale, c'est que il me semble que peut-être HBO là est arrivé à une sorte de... C'est une question que je me pose, peut-être je vais dire de climax, si vous voulez, pour employer un terme qui est dans le thème, qui serait que on est habitué maintenant aux représentations de sexe sur cette chaîne. Elle a beaucoup de liberté, elle a beaucoup étudié ces questions-là et elle continue de le faire avec des séries comme Euphoria, et puis ça partait de Sex and the City. Et peut-être qu'elle serait même capable de représenter le sexe sans le montrer véritablement. Vous voyez, ça, c'est une hypothèse, c'est une proposition que je fais. Et donc, on voit en fait dans cette série Westworld une scène de sexe qui est tout à fait explicite dans les effets que procure l'acte en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un orgasme qui est montré à travers Maeve. Elle le ressent profondément. Mais il n'y a pas l'acte d'accouplement, de pénétration, etc., qu'on peut voir d'ordinaire. Donc ça, c'est finalement, je conclue là-dessus, et c'est un petit peu comment dire, le contre-pied de l'autre série qui est Tell Me You Love Me, qui elle est beaucoup plus dans le sexe explicite, charnel, des scènes d'accouplement assez longues et qui renvoie vraiment à un cinéma assez cru, le cinéma de Catherine Breillat, enfin cru par moment, hein, d'Alain Guiraudy, de Bruno Dumont, de Bertrand Bonello, des gens comme ça. Et donc cette série, elle est assez frontale, elle va vraiment dans la représentation. Donc il me semblait intéressant de mettre en vis-à-vis ces deux séries là aussi qui sont assez antinomiques, mais qui sont traversées par une idée commune qui est que, pour reprendre le sous-titre, on peut raconter des histoires par le sexe. Moi, je suis persuadé que c'est un moteur fictionnel très puissant que l'on a tendance à délaisser parce que c'est compliqué. Et ça, je l'entends tout à fait. C'est compliqué, ça peut être gênant, c'est compliqué pour les acteurs. On prend des risques en termes de réception. Là, on traverse une époque de grands replis sur soi, de grandes
on voit ce qui se passe aux États-Unis sur la place des femmes, sur les libertés qu'on leur reprend, dont on les prive aujourd'hui. Donc évidemment, il y a une période de contraction là qui est très très forte, et du coup, représenter ce type de scène, c'est complexe, c'est compliqué, c'est une prise de risque. Mais il me semble que HBO je pense, a beaucoup à gagner à continuer à explorer cette voie-là, alors de façon intelligible, parcimonieuse, sans aller dans la surenchère, évidemment. Mais il me semble que ça peut vraiment nourrir ses séries. Et j'ai l'impression que c'est le cas, parce que Euphoria continue d'explorer cette voie-là. Et puis même sur la plateforme qui est un petit peu associée, qui s'appelle HBO Max, vous avez une série comme The Minx, M-I-N-X, à laquelle je renvoie aussi nos auditeurs, qui continuent, qui prolongent ces questionnements. Donc voilà, je pense qu'il y a une voie qui se trace d'avenir sur le fait de raconter des histoires par le sexe. Oui, c'est un petit peu finalement, Benjamin, ce que vous évoquez dans votre excellente conclusion. Finalement, c'est cette idée que, vous avez dit, il y a plusieurs phrases intéressantes dans votre conclusion que j'incite bien sûr les auditeurs et auditrices à aller, comme tout le reste du livre, à les lire. Mais vous dites par exemple que la stratégie de HBO repose sur une logique de désenclavement. Là aussi, je pense que ça, c'est majeur parce que finalement, c'est quelque chose qui ne se fait pas ailleurs et qui a permis de faire connaître la chaîne. Exactement, désenclavement, c'est que je pense que ça résume bien la politique de la chaîne, c'est-à-dire ne pas faire comme les autres, ou alors sortir les genres ou les œuvres de là où elles sont, et où elles sont un petit peu enclavées, justement, elles sont un petit peu bridées, stéréotypées. Je reprenais l'exemple du teen drama. Bah, nous, je dis nous, je me mets dans la peau de HBO, à force d'écrire sur HBO, j'ai l'impression d'en faire partie de cette famille. Euh, Nous, HBO, on va sortir le teen drama, du teen drama, enfin, et de la télévision grand public, et puis on va en faire autre chose. Et ça, j'ai l'impression qu'il l'applique aussi à la nudité et au sexe. C'est-à-dire, bah, ok, on va essayer de montrer le sexe, mais pas simplement en montrant du sexe aguicheur pour attirer voilà, les hommes d'une trentaine d'années, etc. Bon, tout ce réflexe-là, qui évidemment je veux dire, c'est un moteur aussi commercial et marketing très puissant, parce que quand vous faites ça, vous êtes sûr que vous allez avoir du public présent. Mais est-ce que ce sera pour de bonnes raisons? Et est-ce que finalement, au bout d'un moment, ça va pas finir par tourner en rond tout cela? Et puis, ben, le sexe pour le sexe en tant que tel, ça, au bout d'un moment, ça raconte pas grand-chose. Et je pense que les gens vont se lasser. Et surtout, on est à l'ère d'Internet où le sexe, il est à portée de clic. Et donc, je veux dire, il y a tout un terrain là qui a été, tout un champ qui a été approprié d'abord par l'industrie pornographique, et maintenant qui s'est déporté sur le sexe. Mais en fait, la continuité, hein, c'est juste le tuyau qui change, si je puis dire encore. Je sais pas faire trop de mauvais jeux de mots, mais c'est voilà le canal de diffusion qui change. Mais bon, voilà, le porno maintenant, il est sur Internet. Même voilà, les ados peuvent en quelques clics aller accéder à des images très très crues. Et donc, je pense qu'il y a un travail de désenclavement qui est de sortir de ces représentations très stéréotypées, parce que finalement, ce que voient les ados là, à travers le porno, c'est quand même très codifié, c'est très réducteur sur ce qu'est la sexualité, quoi. Ça montre un modèle assez caricatural, très surdimensionné, finalement, qui n'est pas forcément proche des réalités qu'on peut connaître. Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose à montrer à travers les femmes, à travers les gestes, les positions, les actes sexuels, les sexualités au sens large. Donc, je pense qu'il y a tout un terrain à explorer. Et donc, voilà, la grande question maintenant, ça va être de regarder ce qui se profile devant nous. Donc là, il faudra attendre un petit peu, puis prendre un petit peu de recul. Mais moi, je vais continuer à observer tout cela pour voir comment va se traduire l'évolution de la fiction, notamment sur HBO, en corrélation avec le contexte sociopolitique très très lourd qui est qui est le nôtre aujourd'hui, et qui est notamment celui de la nation américaine, quoi. Donc on est dans un moment vraiment très 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 complexe, de grand repli sur soi. Mais bon, parfois, la fiction aime bien prendre le contre-pied de ce qui se passe, et quand ça se contracte, eh bien, la fiction se sert de ces sujets-là comme d'un exutoire pour montrer d'autres choses. Donc peut-être que on aura d'autres bonnes surprises, en tout cas d'autres sujets de discussion à l'avenir.
Benjamin Campion, merci pour d'avoir partagé ce moment avec nous autour de votre ouvrage. Je rappelle le titre, donc c'est HBO et le porno, raconter des histoires par le sexe, qui est paru dans cette année 2022 aux presses universitaires François Rabelais dans l'excellente collection Serial dont on a déjà évoqué à de nombreuses reprises tous les ouvrages qu'on a pu y faire parce que effectivement, je pense qu'aujourd'hui, en termes d'ouvrages universitaires, c'est très intéressant. Et puis vous l'avez dit, je le dis et je le redis aux auditeurs et auditrices, c'est de l'ouvrage universitaire, mais c'est de l'ouvrage qui est très grand public et vous avez fait vraiment là-dessus un immense effort à la fois d'illustration, mais aussi un effort explicatif, presque pédagogique. Et ça, c'est très, très bien avec aussi, bien sûr, comme beaucoup d'ouvrages universitaires, une excellente bibliographie. Bref, je ne peux, Benjamin, que vous féliciter pour votre excellent travail et recommander cet ouvrage parce qu'il permet à la fois peut-être d'aller plus loin sur cette chaîne HBO et puis de voir finalement, vous l'avez dit, que le sexe, ce n'est pas que de l'illustratif, c'est aussi du narratif. Et ça, c'est quelque chose de majeur que peut-être qu'on se rend plus compte, en tout cas, après la lecture de votre ouvrage. Merci beaucoup, Benjamin, et puis à bientôt. Merci beaucoup pour votre invitation et merci pour les PUFR, donc la collection Serial, parce que vraiment, ils font un travail formidable d'exploration des séries, pas seulement pour vendre du bouquin, mais aussi pour poser des questions universitaires tout en étant accessible. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut saluer leur entreprise. Dans le contexte actuel, c'est pas évident. Donc, vraiment, je les remercie. Puis, je vous remercie, vous, pour m'avoir permis de discuter de ce sujet. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to please.